Et bonsoir à tous, amis parisiens, amis Paris de Centrale. Je suis ce soir encore avec le Pointu pour analyser cette jolie victoire face à Stuttgart. On va aller directement dans le vif du sujet. Comment ça va, Cyril? Ça va très bien et toi, Kev? Ouais, Heureux, ça va qualifié, nickel. ça fait du bien. Très bien. Ben, de toute façon, ça ne peut que aller bien. En plus, avec un tirage assez favorable. Étant donné qu'on a fait quand même une première mi-temps de qualité avec beaucoup de buts marqués, trois en première mi-temps, on va se pencher directement sur les buts et les slides que tu nous as préparés. Ouais, Donc, pour lancer un petit peu sur le sujet, on voit quand même que depuis Manchester City, le PSG met quand même un peu plus de verticalité et de jeu direct euh, sur ce football qu'on a mis en place sur ces deux derniers matchs. Et ouais. force est de constater qu'on a marqué beaucoup de buts. Donc je te laisse aller sur tes slides et nous commenter le premier but et l'ouverture du score du PSG. OK, allez, on va commencer. 1er but sur coup de pied arrêté, donc on va faire, pour commencer, une analyse du placement des joueurs. Donc on a 3 joueurs, nous, qui sont à l'entrée de la surface: Hernandez, Vitinha et Hakimi. Il y a 2 joueurs de Stuttgart, je les ai pas identifiés, qui ont la visibilité sur nos joueurs. Faut Mhm. savoir qu'ensuite, à l'entrée des 6 mètres, on a Pacho et Zaïre Emery. Par la suite, on va trouver les 2 compères, Doué et Barcola, présents sur le but. Et enfin, pour moi, un point primordial sur cette action, c'est le duo Marquinhos-João Neves qui se situe au point de pénalty. Par la suite, on va voir que dans le déroulement de l'action, Marquinhos va faire un bloc sur le joueur qui est au marquage de João Neves. C'est-à-dire qu'en fait, il va devoir le contourner. Pour ça, il va perdre du temps. Donc João Neves se précipite lui au premier poteau. Cependant, c'est Désiré Doué qui va récupérer le ballon avec un geste acrobatique et un peu chanceux, je pense. Euh, qui va terminer au deuxième poteau pour Barcola. Si vous regardez par vous-même l'action, vous verrez que João Neves, lui, tente lui-même la volée au premier poteau. On va voir que par la suite, on a trouvé davantage de verticalité, comme tu le disais précédemment. Je t'entends plus. Autant pour moi. Le micro était coupé, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Donc du coup, ce premier but est intéressant parce qu'on avait peu marqué sur coup de pied arrêté. Et j'ai l'impression que ces derniers temps, on est quand même plus efficace et défensivement sur coup de pied arrêté et aussi offensivement parce qu'on voit quand même des combinaisons, même si là, c'est vrai que la talonnade de Doué est un peu chanceuse pour Barcola qui se situe au second poteau. Ton analyse, elle est pertinente, je trouve, parce que l'association des postes et comment dirais-je, de l'utilisation de l'entrée de surface, du déplacement de Neves et Marquinhos, c'est très intéressant. Qu'est-ce que tu en penses, toi? On remarque depuis quelque temps qu'offensivement, le PSG essaye de mettre en place des choses sur coup de pied arrêté. Euh, on l'a vu contre Monaco, Gonzalo Ramos qui marque de la tête, c'est un bon joueur de tête. Mais très souvent, on a João Neves qui pourtant n'est pas le plus grand. On en a parlé lors de la dernière analyse contre Manchester City. C'est un joueur qui avait gagné lors de son dernier match 100% de ses duels aériens. Mhm, c'est On le ça. retrouve très très souvent sur les coups de pied arrêtés. Il a un très bon timing, encore un jeu de tête. Est-ce que c'est lui qui insuffle ce renouveau sur les coups de pied arrêtés offensifs parisiens? Peut-être. En tout cas, on peut se satisfaire parce que on remarque qu'il y a du mieux. Et également sur le plan défensif, on fait beaucoup moins d'erreurs, on concède beaucoup moins d'occasions. Donnarumma commence à nous faire quelques sorties aériennes. Il commence Mhm, à être de plus en plus rassurant. C'est très c'est vrai. important, surtout à l'approche des grandes échéances qui arrivent. 16e de finale et bientôt les 8e, on espère aussi. Ouais, des points positifs sur les coups de pied arrêtés. Est-ce qu'il y a eu un ajout dans le staff à ce niveau-là? Je crois pas que ça a été sorti dans les médias. J'ai entendu dire un truc, je crois que c'est même toi qui l'avais commenté sur les réseaux, qu'ils avaient consulté quelqu'un ou qu'une personne du staff avait été un peu plus dédiée sur cet aspect-là. Est-ce que c'est une réalité ou pas? En tout cas, c'est vrai que ça fait un mois et demi qu'on est beaucoup plus convaincant sur cet aspect-là. Et c'est vrai que même Marquinhos n'a pas marqué, mais je le trouve aussi beaucoup plus intéressant sur les coups de pied arrêtés off, en sachant qu'en plus, il est le danger primordial. Donc, très marqué. Les joueurs adverses sont vachement concentrés sur lui, ce qui permet aussi aux autres d'être, on va dire, un peu moins Ouais, comment dirais-je, ils sont, ils prennent beaucoup moins de place dans la surface, mais finalement, c'est eux qui marquent. oui. Il est actif et passif en même temps, je vois ce que tu veux dire. Donc voilà. Basculons sur les prochains buts. Comme je l'ai dit dans l'entame de la vidéo, c'est vrai qu'on voit un PSG qui est beaucoup plus vertical.
j'ai trouvé un schéma ce matin sur Datascout qui parlait en fait des équipes sur la verticalité, les équipes qui jouaient beaucoup en profondeur et les équipes qui jouaient beaucoup sur la largeur et qui faisaient beaucoup de changements de côté. Et le PSG était vraiment l'équipe qui jouait le moins en profondeur et qui mettait le moins de verticalité sur les 8 premiers matchs et qui du coup mettait beaucoup de latéralité sur des passes de 40 mètres, donc beaucoup de fixation et de renversement. C'est vrai que j'aurais aimé avoir la stat sur les 2 derniers matchs, mais on voit quand même un changement. On voit quand même un changement et on va l'analyser là sur ces prochaines slides. Je te laisse le micro, mon ami. Alors, on va entamer ce deuxième but avec une très belle parade de notre portier italien Donnarumma, voilà, donc, qui va entamer la contre-attaque pour le PSG. À la suite, on va avoir un triangle qui se forme entre João Neves, Vitinha et Zahir Emery. Donc, c'est plus facile de sortir en triangle sous pression parce que tout le monde est disponible. Zahir Emery étant face au jeu, c'est lui qui va mener la relance avec son coffre, voilà. On va identifier, tout en bas de votre écran, il y a Barcola qui va faire un premier appel. Par la suite, Zahir Emery va lui transmettre le ballon à Vitinha. Et ça fait ce que nous a fait Barcola, c'est un appel contre appel. Il a attiré le défenseur là où il le voulait. Et je vais même aller plus loin dans quelque chose qu'on voyait peu. C'est qu'en fait, Vitinha est au départ de cette action sur l'appui remise avec ce troisième joueur qui est trouvé par Marquinhos. Et la course de Vitinha dans l'espace, on en voyait beaucoup moins au PSG ces derniers temps. Il se Cette projetait moins. course-là, voilà, c'est une course qui est extrêmement importante avec le décrochage de Neves, qui attire en fait un milieu de terrain et qui permet en fait cette course à Vitinha. Elle est extrêmement intéressante. Ces courses-là dans le football, c'est les courses qui permettent de faire des différences énormes par un déplacement très simple. Je te relaisse le mic. Et donc par la suite, on voit qu'on a Aldakil qui lui décide de sortir sur Vitinha. Et Wagnoman, ouais, qui lui est sorti sur Barcola. Par la suite, Vitinha va transmettre le ballon dans l'espace pour Barcola. On peut identifier Dembélé là-haut. Et là, vous pouvez voir que contre deux attaquants tels que Barcola et Dembélé, ça va très très vite. Impossible pour les défenseurs de Stuttgart de revenir. Et Barcola qui offre le but à Ousmane Dembélé. Donc qui dit verticalité dit un jeu plus direct, avec également beaucoup plus de prise de risque. On va le voir notamment sur le prochain but avec Ouais. des passes qui cassent les lignes. J'aimerais aussi souligner une petite chose sur le moment, en fait. Quand je vois l'appel contre appel de Barcola et Vitinha qui touche le ballon 3 4 fois, qui temporise, je commençais à m'énerver. Mais finalement, en fait, force est de constater que quand tu analyses vraiment l'action, cette fois-ci, parce que je ne sais pas si tu te souviens en première mi-temps, à un moment donné, vers la 8e minute, Hakimi fait une course de fou et Vitinha lui donne pas le ballon, fait une passe en arrière. Et sur mon canapé, ça m'a extrêmement frustré. Là, on voit qu'en fait, la temporisation de Vitinha est extrêmement intelligente. Elle permet, même si ça se joue à très peu, de laisser Barcola passer devant via sa vitesse son vis-à-vis. Et le timing, en fait, la coordination passeur-receveur est parfaite. Parce qu'en plus de ça, le ballon est difficile à donner sur l'orientation du corps à Vitinha. Je voulais le souligner parce que plusieurs fois, moi le premier, j'ai pesté contre Vitinha quand il jouait pas assez de l'avant. Et là, sur cette action, c'est une masterclass. Moi, je te rejoins. Vitinha, j'ai eu peur que, comment dire, sa passe soit un petit peu tardive. D'ailleurs, l'arbitre a jugé premièrement qu'il y avait hors-jeu, un peu comme le but contre Manchester City, hein, à une demi-rotule. Mais force est de constater que son choix était le bon. Et oui, il me semble que j'avais vu notamment une donnée sortir sur Vitinha, que c'était un des joueurs qui cassait le plus de lignes, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1. Je trouve que ça se remarque pas assez à l'œil parce qu'il touche beaucoup le ballon. Il fait énormément de passes latérales, donc pas forcément des passes progressives. Mais force est de constater que oui, depuis quelques matchs, notamment 2 matchs, bon, c'est pas beaucoup, hein, faut bien commencer quelque part. Mais oui, ses passes sont beaucoup plus vers l'avant et beaucoup plus verticales. C'est 2 matchs qui sont très importants. Et dernière chose que je souhaite souligner avant de passer sur le troisième but, il y a un momentum dans un match, c'est cette parade de Donnarumma. J'ai l'impression en fait que sur le moment, tout le monde l'a loué, mais aujourd'hui, en plus avec les rumeurs qui sont sorties, etc., on en oublie vite qu'aujourd'hui, tu peux, en fait, avec un gardien lambda, ça fait un partout. Et le match n'est plus le même, notamment pour une équipe qui est à domicile. Cette parade, elle Elle est est primordiale. elle est exceptionnelle en plus. La main ferme, il est sur 2 matchs où dans les momentum, il a été présent. Passer de un partout à 2-0, je peux vous garantir que quand tu es adversaire,
Tu es là, le gardien adverse fait une parade de fou, ça se joue à pas grand-chose parce que la VAR, tu penses avec le hors-jeu, tu te dis: «Bon, mais je suis encore dedans». Le 2-0 coup de massue et mentalement, tu prends l'ascendant et tu l'as bien vu sur le match. Stuttgart à 2-0, ça a été difficile. On va Ouais, rebasculer du j'ai été coup, surpris par le peu de réactivité et la nonchalance des joueurs allemands sur ce match. On va passer au troisième but. Alors, j'ai opté pour un ralenti. Il faut savoir que la réalisation était encore sur comment dire? Sur la frappe de Doué qui était arrêtée, sur la ligne, avec la goal line donc on a opté pour le ralenti. Donc j'ai aligné l'effectif du PSG donc dans un 4-3-3 assez classique. Par la suite, on va voir le positionnement des joueurs de Stuttgart. Un 4-4-2, 4-2-3-1, voilà, qui est assez amovible. Et vous allez tout de suite remarquer le jeu beaucoup plus direct, la verticalité, avec cette passe dans l'entrejeu de Vitinha pour João Neves. Très mauvais positionnement de la part du bloc de Stuttgart. Je pense que le milieu gauche doit soit rentrer et délaisser son aile parce qu'il voit que son milieu de terrain, ça doit être le numéro 6, le numéro 16 ou 13, pardon, le ouais, mais capitaine, j'ai plus son il y a nom. pas que le milieu défensif gauche aussi doit pas être aspiré. C'est le Ah bah milieu c'est ça, mais défensif c'est le milieu défensif droit, en fait, qui doit sortir sur porteur vu qu'au départ Vitinha est positionné là et son milieu défensif gauche qui doit couvrir, qui doit sécuriser sa défense et là, en l'occurrence, les 2 ont été attirés en sachant que l'ailier gauche ne couvre pas et ne rentre pas assez à l'intérieur. qui plus Ça est, c'est les 2 sont à tirer et faut savoir que le pressing n'est pas du tout un pressing. Enfin, ils y ils y vont vont pour sans y aller. grande conviction et bah là, ils l'ont payé cash, hein. On va Exactement. voir par la suite que João Neves a tout le champ libre, grande vision. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va porter le ballon vers l'avant. Il va porter le ballon vers l'avant pour décaler Ousmane Dembélé sur l'aile droite. Et alors là, je pense qu'Ousmane Dembélé en a surpris plus d'un mercredi soir. Superbe frappe dans un angle fermé, un énorme boulet de canon. Ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir à voir, d'autant plus que dans un match de football, le troisième but, c'est le match le plus important aussi et Ah, c'est le momentum. exactement et mener 3-0 ou revenir à 2-1, ça change totalement le cours d'un match. C'est extrêmement important, d'autant plus que moi j'ai trouvé que Dembélé dans son positionnement de neuf et j'insiste, pour moi, c'est pas un faux neuf. Il joue comme un neuf complet qui dézone, qui fait des appels, qui s'excentre, qui est proche des centraux, qui est dans la surface quand il faut finir et en plus de ça, il en met 3. Donc on analysera le troisième but, de Dembélé juste après. Mais qu'est-ce que tu en penses toi du positionnement de Dembélé en tant que neuf? Parce que beaucoup utilisent le terme de faux neuf. Moi, je ne suis pas d'accord. Pour moi, Kangin est un faux neuf. Il a aucune aptitude à être un neuf. Oui, Dembélé, si on se souvient bien, quand on colle 4-1 au Camp Nou à Barcelone, Dembélé joue neuf au match retour quand Navas sort le penalty de Messi. Je sais pas si tu te souviens bien. Moi, je m'en non, rappelle très bien. Dembélé joue non, neuf. tu remontes beaucoup trop loin pour moi Eh là-dessus, ben, j'ai Kev. une très bonne mémoire. Il rate beaucoup d'occasions, mais il faisait des appels de fou. Le nombre de fois où Griezmann et Messi l'ont trouvé dans notre dos, face au but un peu excentré, il avait fait des appels de fou. Et j'ai l'impression que ce qu'avait dit Luis Enrique, Dembélé, quand il est plus proche de la surface, qu'il a moins de courses à faire, il est plus efficace. On voit depuis 2 matchs, il rentre contre City en neuf, il change le match, il marque. Il joue aujourd'hui titulaire en neuf, c'est triplé avec un super match. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce positionnement? Force est de constater que les semaines et le nombre de matchs que Luis Enrique a essayé de faire jouer des faux neufs, ça n'avait pas fonctionné. On arrive à plusieurs semaines avec un Dembélé dans ce rôle. Euh, il commence à mettre en place sa tactique offensive, c'est-à-dire Barcola sur l'aile gauche, Dembélé en neuf ou faux neuf, chacun choisit, et Doué sur l'aile droite. Moi j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de permutations. Les trois peuvent jouer aux trois postes, donc c'est là où c'est assez complémentaire. La différence entre un neuf et un faux neuf, c'est qu'un neuf, il prend la profondeur. Un faux neuf va très peu souvent la prendre. Le but du faux neuf, c'est d'attirer les centraux pour justement que eux redescendent et qu'après on puisse écarter sur les ailes pour trouver les ailiers. Ça, c'est le rôle du faux neuf. L'avantage avec Dembélé, c'est que c'est un joueur qui est percutant, qualité technique et qui va vite surtout, très très vite. On a pu le voir contre Manchester City. Quand il est rentré, il y a eu quelques vidéos qui sont passées sur les réseaux. On a vu Bernardo Silva, bon, qui apparemment aurait été un petit peu excité de la rentrée de Dembélé. Mais je note également en fait sur le but
sur le but de Dembélé, sur l'égalisation, non, le 2-1. Quand Manuel Akanji, lui, va sortir sur Ruiz, en fait, il monte du doigt derrière lui. Et il sait très bien qu'il a 2 fusées dans le dos. Il a Barcola, il a Dembélé qui peuvent plonger. Donc tout de suite, je trouve que c'est très difficile pour une défense de faire face à des joueurs qui sont rapides comme ça. Exactement. Donc, pam, allez, je te laisse analyser le 3e but. Et donc enfin, le 3e but, on est sur un coup de pied arrêté. Donc on a Hakimi, pour ceux qui se posaient la question comment Hakimi s'est retrouvé en 9, c'est lui qui fait un appel au début de l'action. Vitinha va décider de jouer avec Dembélé. Et Dembélé va tout de suite rechercher Hakimi. Ils vont essayer de jouer en 1-2. Donc Hakimi remet le ballon pour Dembélé et va essayer de contourner le défenseur. Cependant, Dembélé va manquer son contrôle et Stuttgart va décider de relancer. Cependant, Marquinhos va venir chasser très très haut le numéro 9 de Stuttgart, Denis Undav. Donc contre-pressing, récupération dans le camp adverse. Je me suis permis d'avancer un petit peu. Il y a 2-3 passes entre Hakimi et Doué sur le côté droit. On rentre dans le cœur du jeu. Hakimi va trouver Vitinha et enfin Dembélé. Pour finir avec un 1-2 à l'entrée de la surface entre les deux joueurs qui ont l'habitude de se côtoyer sur l'aile. Et puis enfin, Dembélé qui finit avec une belle frappe enroulée dans la lucarne. Donc oui, un PSG beaucoup plus réaliste, beaucoup plus vertical, un jeu plus direct. Est-ce que c'est dû à une équipe de Manchester City qui était fébrile défensivement, Stuttgart. à une équipe... Je parlais également du match précédent où on en a mis 4 contre City quand même, une défense beaucoup plus fébrile, on l'a connu par le passé. Ou alors une équipe également de Stuttgart qui n'avait pas d'autre choix pour espérer se qualifier en Ligue des Champions que de devoir se découvrir. Je pense que ça nous a aussi beaucoup aidé, ce but en début de match. Mais force est de constater qu'on joue plus direct, on va pas s'en plaindre. Alors pourvu que ça continue. En Ligue 1, c'est beaucoup plus compliqué parce que Les blocs sont plus face bas. à des blocs qui sont très très bas. En Ligue des Champions, c'était sur cette phase de poule des matchs directs, donc obligé d'aller chercher les 3 points. Donc pour l'instant, ça nous réussit. Est-ce que ça va nous réussir pour la suite de la compétition? J'espère. Et je pense que beaucoup de personnes préfèrent également ce jeu qui est plus direct, qui nous permet de nous créer plus d'occasions. Je ne suis pas contre aussi parfois de gérer les temps forts et les temps faibles dans un match, c'est-à-dire de aussi faire un Conserver peu la de balle. possession, épuiser l'adversaire, et pour par la suite avec des joueurs tels que Barcola, tels que Dembélé, ou encore Kvaratskhelia qui va peut-être C'est ce que rentrer j'allais dans le te dire. groupe. Ça va être Ça un va casse-tête pour notre Ah bah, coach. c'est ce que j'allais te dire. J'allais te Bon, dire, ça va donner des maux de tête parce que, on a une ouais, attaque qui retrouve de l'efficacité, qui a pris ses marques, mais sur ce but-là, très rapidement, l'association Dembélé-Hakimi, elle est exceptionnelle. La talonnade d'Hakimi pour Dembélé, c'est du pain béni. C'est franchement et Dembélé qui finit bien, en espérant que mentalement, ça ait débloqué aussi les joueurs parce que je trouve que les joueurs sont bien plus, comment dirais-je? Je les sens beaucoup mieux. Je sens qu'ils réfléchissent beaucoup moins. Ça doit jouer de l'avant, ça joue de l'avant. Il y a eu des phases de possession sur ce match, mais je me suis pas ennuyé. La deuxième mi-temps, bien entendu, tu as une maîtrise qui elle est plus ennuyante, la deuxième, mais c'est normal. Les joueurs veulent pas se blesser, les joueurs veulent pas prendre de carton. La preuve en est, Warren qui essaie de mettre de l'intensité sur un duel se fait la cheville. Donc, il y a aussi de ne pas prendre de carton. Donc voilà, mais moi je trouve que c'est très, très intéressant. On va analyser très brièvement le but concédé, qui je pense est aussi une petite erreur de concentration avec l'équipe qui avait levé le pied. Et je vais te laisser la parole pour l'analyser un petit peu, même si Francfort a un peu de réussite sur cette situation aussi. Stuttgart. Euh, On va conclure sur le but marqué par les Allemands à la 66e minute. Donc du coup, ça part d'une touche, voilà. Donc ils décident de ressortir. Et tout de suite, alors on a 2 pressings. Ramos en rouge parce qu'il y a un pressing très très intense directement sur le joueur, et un pressing en orange de Fabian Ruiz beaucoup moins intense. Et je pense que c'est là où ça va faire la différence. Donc il va transmettre le ballon à son capitaine, donc Karazor, le numéro 16. Et en fait, il va éliminer très facilement Fabian Ruiz, en fait, qui arrivait un peu lentement sur son pressing, un peu nonchalant. Et il va trouver un intervalle qui va casser toutes les lignes, en fait, pour Mittelstadt. Et Mittelstadt a une très bonne qualité de centre. Je crois que l'année dernière, c'était un des meilleurs centreurs en Bundesliga. Pour après un but contre son camp de Pacho ou du numéro 9, je ne sais pas trop. J'ai jamais ouais, réussi à me c'est un décider contre sur son le camp, c'est un ralenti. contre son camp.
C'est un contre son C'est camp? un contre son camp, mais Ouais. il fait un centre dans une zone qui est extrêmement difficile d'intervention pour un défenseur qui a beaucoup de chances de se la mettre contre son camp parce que forcément le défenseur est en train de reculer, vers son but et le gardien ne peut pas intervenir. Donc c'est vrai que, on a été un peu apathique sur cette situation, mais moi j'en veux ni à Pacho ni ni aux entrants parce que c'est pareil. J'en ai entendu beaucoup dire: «Les entrants ont pas été bons», mais c'est très difficile de rentrer dans ce match. Tu mènes 4-0, ton équipe met beaucoup moins d'intensité, heu et je les ai pas trouvés mauvais en plus, les entrants. Donc, moi je trouve qu'on a été dur, même si je suis pas un grand fan en plus de Ruiz, de Kanguinli ou de Ramos. Là, je trouve que les gens ont été vachement durs. Donc, moi je trouve qu'ils ont quand même essayé d'apporter beaucoup de choses. Ils ont tenté des choses. J'ai pas Tu vois, il y a Ruiz qui a fait beaucoup de courses, même si voilà, non, moi je trouve qu'on a été dur, donc c'est normal, on encaisse un but. Moi, ce que je veux souligner, au maximum, c'est que j'espère avec ce bon tirage, qu'on sera en capacité de mettre aussi beaucoup d'intensité. Il faut pas l'oublier, Brest, est une équipe qui n'aime pas jouer bas. Je rappelle qu'ils sont venus nous chercher très haut en Ligue 1 sur le match, de la phase allée du championnat. Ils ont effectué un pressing en 1 contre 1 et c'est une équipe, Éric Roy est un coach qui n'aime pas jouer bloc bas. Non. C'est une équipe qui joue. Donc ça peut aussi nous avantager et ça peut être intéressant. Moi, ça m'embête de jouer une équipe française parce que j'aurais aimé que les équipes françaises en tant que Français aillent le plus loin possible. Mais je préfère qu'on joue Brest parce que Monaco a plus de chances d'aller en huitième et de représenter le championnat français. Et une petite félicitation aussi aux Lillois qui avaient un tirage aussi de la mort et qui finit dans les 8 premiers en ayant fait une phase de qualification de très haute volée, sans en plus leur joueur clé Zegrova qui a été blessé. Et donc voilà, je te laisse le mot de la Ouais. fin, mon ami. Ouais, bah, écoute, tirage au sort, on a tiré les Brestois, les Bretons, va falloir se méfier quand même, hein, va falloir être sérieux, même si c'est un club qu'on a l'habitude de rencontrer chaque année et que je j'ai pendant le tirage, j'ai écouté, les journalistes, ils parlaient de 16 derniers matchs, 15 victoires, 1 nul, enfin, peu importe, c'est un match, il faut gagner, ils étaient venus ouvrir le score au parc quand on a mené 3-1, faut pas non plus l'oublier et pour, clôturer, bah, sur les Français en Ligue des Champions, très, très content, 4 clubs, on est le club qui est le plus représenté sur les phases finales, donc ça reste, une très, très belle chose. Lille, très beau parcours, Monaco aurait pu peut-être finir top 8, mais ça reste quand même très, très bien et je te rejoins là-dessus, oui, un peu déçu d'affronter un club français en 16e de finale. Après, c'est le nouveau format qui veut ça. On aime, on n'aime pas. On tirera des conclusions à la fin en juin, après cette première année de Ligue des Champions. Mais non, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on est heureux d'être en 16e de finale et heureux qu'on marque des buts, enfin. 8 buts en 2 matchs, ça nous fait plaisir. 11 Parce en que. 3, Comment? 11 en 3 matchs, 11 en 3 matchs, oui, c'est vrai. alors Voilà. qu'aucun de nos attaquants n'avait marqué quasiment jusque-là. Donc, non, c'est très positif. On espère que le PSG va continuer à jouer de cette manière parce que je pense que beaucoup de Parisiens et de sceptiques, dont moi, ont pris beaucoup de plaisir sur ces 2 derniers matchs en dehors du score. Donc voilà. Les amis, on a fini cette analyse, des buts, marqués et concédés face à Stuttgart. On se retrouve demain 12h30 pour le podcast. N'hésitez pas à être là nombreux. On va analyser quelques trucs du mercato, et on fera un petit avant-match, pour ce fameux PSG Brest, petit avant-goût de la Ligue des Champions. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Régalez-vous et à bientôt. Allez Paris!